Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler e-sport. L'e-sport c'est devenu quelque chose d'énorme aujourd'hui. On parle de centaines de milliers de personnes à suivre les compétitions, des gains de tournois pouvant aller jusqu'à 40 000 $ pour les gagnants et d'équipes de joueurs professionnels composées d'entraîneurs, de managers et de commentateurs. Et pourtant, si on regarde 15 ans en arrière, l'e-sport était très loin de ressembler à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, il serait bon de définir ce qu'est l'e-sport pour les non-initiés. 여러분 2002년, 2003년, 2004년 때보다 더욱더 큰 박수로 맞아주십시오. 별 중에 별 임요환 홍신호입니다. E-sport, traduction Electronic Sport, littéralement sport électronique, au cas où tu aurais toujours pas compris. C'est tout simplement la pratique d'un jeu vidéo en multijoueur dont le seul but est de faire de la compétition. Mais avant d'aller plus loin et pour clarifier les choses, deux questions s'offrent à nous. Premièrement, qu'est-ce qui caractérise un sport? Qu'est-ce qui fait que le foot est un sport et pas la balle au prisonnier par exemple? Et deuxièmement, peut-on considérer le jeu vidéo comme un sport à part entière? Les joueurs répondent oui et les journalistes traditionnels, leur avis change en fonction des humeurs, mais on verra ça plus tard. Alors, commençons par définir le sport. Dans les pensées collectives, c'est avant tout et principalement une activité physique. Mais qu'est-ce qui fait qu'une activité physique peut être considérée comme un sport et non comme un simple jeu? D'abord, il y a la notion d'effort physique, déjà énoncée, qui prend en compte l'adresse, le réflexe, la souplesse, etc. Ensuite, il y a l'esprit de compétition, puis une réglementation identique aux pays étrangers, et enfin le tout régi par une fédération. Si on reprend tous ces ingrédients, qu'est-ce que ça donne? Premièrement, l'activité physique, bien qu'elle ne semble pas si visible et évidente à imaginer. Eh oui, c'est pas parce que les joueurs ne courent pas 3 heures et ne dégoulinent pas de sueur que forcément il n'y a aucun effort de fait. Regardez là, je suis en position de la chaise, je ne bouge pas, je ne transpire pas à mort, et pourtant c'est quand même physique. Petit détour pour en revenir au fait que ceux qui n'ont jamais participé à une LAN en tant que joueur ne s'imaginent pas les efforts aussi bien physiques que mentaux à dépenser pendant ces événements, surtout à très haut niveau. On demande la plupart du temps aux joueurs de pouvoir tenir au moins 10 heures d'affilée dans un endroit à la luminosité agressive, des bruits assourdissants quand il n'est pas en jeu, et ensuite devant son écran de se donner à fond à chaque partie. Et pour ça, vaut mieux être préparé dans sa tête et dans son corps, et donc faire du sport. Merde, je viens de m'auto-niquer dans mon raisonnement. Deuxièmement, la compétition. Bon là, ça tombe sous le sens. L'e-sport n'a pas d'autre objectif que la compétition. Troisièmement, une réglementation identique à chaque tournoi et dans chaque pays. Si on compare un vrai sport, comme disent les journalistes bien pensants, comparons par exemple le tennis à un jeu qui fait partie de l'e-sport StarCraft. Au tennis, la réglementation est la même en toutes circonstances. Un jeu en 4 points gagnants, puis 6 jeux gagnants pour le gain d'un set. Seul le contexte du tournoi va définir si le match se gagne en 2 ou 3 sets. StarCraft reprend la même logique, le but étant de battre son adversaire, et là aussi le contexte du tournoi va définir le nombre de parties à gagner pour passer au palier suivant, s'il s'agit de 2 ou 3 manches gagnantes en fonction des tournois. Et enfin, la fédération. Si le tennis a sa fédération à l'international ainsi qu'en France, pour l'e-sport il n'y a pas à proprement parler de fédération internationale de l'e-sport, mais plutôt à plusieurs acteurs qui contribuent à son développement ainsi qu'à une réglementation commune comme la MLG, le SWC, les WCS ou même l'EVO. Cela dit, il existe bel et bien une fédération française de jeux vidéo. Si ça c'est pas une victoire de Satan. Donc si on regarde bien, sur les 4 points abordés, on en est à 3 sur 4 si on prend en compte les plus hargneux qui prétendent qu'il n'y a pas d'activité physique visible. Et je m'arrêterai sur la question pour ne pas m'enfoncer dans des débats sur les bienfaits hygiéniques de l'e-sport et donc encore une fois rebondir sur l'aspect physique de cette pratique. Mais on le compare très souvent aux échecs ou le tir à l'arc, basé très essentiellement sur la concentration. Et c'est un débat interminable entre ceux qui le défendent en tant que sport et d'autres non. Je vous ai simplement exposé mon point de vue. Mais j'ai quand même raison. Maintenant qu'on a bien défini ce qu'est l'e-sport, intéressons-nous maintenant sur son évolution. Vous vous doutez bien, nous ne sommes pas passés de petites LAN locales gentillettes à de gros tournois qui rassemblent des moyens financiers et logistiques d'un seul coup. Quelles sont les composantes qui ont fait naître cette pratique du jeu vidéo au niveau professionnel? Qui sont les investisseurs et les organisateurs? Si on doit donner une date de naissance à l'e-sport, ce serait probablement juin 1997, l'année où la CPL, la Cyber Athlete Professional League, a été créée par l'entrepreneur Angel Munoz et dont le premier événement, The Frag, sur Quake premier du nom avec des gains en biens matériels équivalents à 4000 $, a pu voir le jour.
L'événement a été réitéré l'année suivante à nouveau sur le même jeu et avec cette fois-ci le premier cash prize fixé à 15 000 $. Le phénomène s'est accentué par l'arrivée des premiers streams avec plusieurs centaines de spectateurs, ce qui, à l'époque, était assez conséquent. Mais par la suite, plusieurs organismes se sont créés autour de l'e-sport, comme la MLG, le SWC ou l'Evo, et le Razer CPL devient le plus gros tournoi du monde sur Quake 3 en 2000 avec 100 000 $ de cash prize. L'effet ne cesse de croître et le titre de CPL Champion est le titre le plus convoité du monde par les joueurs. C'est l'équivalent aujourd'hui d'être vainqueur des WCS sur StarCraft 2 ou de l'Evo pour les joueurs de Versus Fighting. C'est en 2005 qu'arrivent les gros sponsors de la CPL qui ne sont autres qu'Nvidia et Intel et qui grâce à eux permettent d'organiser le CPL World Tour avec un cash prize d'1 million $. C'est également la première fois qu'un événement e-sport est retransmis à la télévision sur MTV Overdrive. Les jeux choisis pour la compétition étaient sélectionnés en fonction de leur popularité auprès des joueurs et c'est pourquoi les FPS étaient privilégiés comme Quake et Counter-Strike. Sont arrivés un peu plus tard les RTS avec Warcraft 3, Starcraft et le MOBA Dota. C'est grâce à ces sponsors que les CPL a pu organiser près de 60 tournois internationaux en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie et Australie, et de 1997 à 2007, l'année où le CPL a cessé toute activité pour cause de contexte économique difficile, près de 3 millions de $ de cash prize et 2 millions de $ de matériel ont été distribués lors de ces tournois. Malgré l'arrêt du CPL, qui a été le principal moteur pendant 10 ans quand même, ses concurrents sont toujours présents et continuent d'organiser les tournois que nous connaissons. Mais il serait trop long de s'intéresser au développement de chacune de ces structures, donc nous allons tout simplement passer à la suite. On va plutôt parler de la Corée du Sud et de son impact sur l'e-sport. Paye ta transition en carton. Bass keeps running, running, and 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 in this context. La Corée du Sud. Impossible de parler e-sport sans évoquer ce pays lointain dont on sait finalement peu de choses à part un truc. Ils nous défoncent tous au RTS avec une main dans le slip sans regarder l'écran, tout en discutant avec leur manager. Alors justement, pourquoi ne retient-on de la Corée que son aspect e-sport ? Pourquoi ce pays est devenu incontournable lorsqu'on parle jeux vidéo et compétition ? Commençons par le début du départ. En 1980, la Corée du Sud est en plein essor économique. Le niveau de vie augmente et les nouvelles technologies, en particulier la numérique, s'installent très rapidement dans le pays. Il sera d'ailleurs le premier pays au monde à être entièrement connecté à Internet. À cette époque, les Coréens voyaient dans le jeu vidéo un simple divertissement, comme le reste du monde. Cependant, deux décisions cruciales seront prises et qui scelleront le destin du jeu vidéo et de la Corée. La première, c'est que le pays est encore traumatisé par l'occupation et l'oppression japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale, et aucune marchandise nippone ne franchit la frontière. De ce fait, aucune console et aucun jeu japonais ne débarque sur le marché. Deuxièmement, les FPS sont un véritable tabac sur ordinateur. Parce que oui, un FPS ça se joue sur PC, bordel de merde. Mais ils sont jugés trop réalistes, donc trop violents, donc trop dangereux pour les gamins, donc interdits. Alors finalement, après toutes ces contraintes, comment ça s'est fait ? Et oui, c'est bien le RTS de science-fiction de Blizzard qui changera la donne, car les jeux vidéo en Corée étant très bridés, les jeunes ont très vite accroché. Et de là, les événements s'enchaînent très vite. Les salles de jeux vidéo à pas cher sont légion en Corée et il ne faudra pas attendre très longtemps pour que le phénomène prenne de l'ampleur dans tout le pays. La télévision commence à diffuser les matchs des meilleurs joueurs, les premiers commentateurs débarquent mais ces derniers ayant des connaissances limitées sur le jeu rend le tout très bancal. Mais ça n'a pas empêché les ministères de la culture, du sport et du tourisme d'être chauds bouillants pour profiter de ce chamboulement et de créer la fédération qui va gérer le développement du jeu vidéo et permettre de structurer ce petit foutoir, la fameuse KESPA, la Korean Esport Association. C'est la chaîne de télévision OnGameNet qui va poser les bases du show autour d'une compétition de jeux vidéo, avec cette fois-ci des commentateurs expérimentés sur le jeu, une scène avec beaucoup de lumière, la présence d'un public, du gros son, bref, on t'en met plein la tronche à l'américaine et ça marche même très très bien. Toujours plus loin, toujours plus haut, les événements ne s'arrêtent pas là, bien au contraire. Des équipes composées de joueurs professionnels voient le jour avec chacune un partenaire comme SK Telecom, Korean Telecom, pour faire court, les plus grosses boîtes du pays.
C'est comme si chez nous on avait une équipe de pro gamers sponsorisée par Carrefour ou EDF. Les joueurs signent de vrais contrats au même titre qu'un footballeur signe un contrat avec un club. Il a un agent, un manager et des partenaires. Cette fois-ci, le jeu vidéo est pris très au sérieux. À tel point que le concept de gaming house est créé, ce qui permet à ces équipes de s'entraîner d'arrache-pied pour les compétitions. Et tout ce qui est parti de la Corée a fini par s'exporter partout dans le monde et particulièrement chez nous en France. Va vraiment falloir que tu apprennes à faire des transitions. En effet, même si nous n'avons pas de stade plein à craquer lors d'un tournoi, et encore, on s'en approche doucement, Ouais, c'est le début, détendez-vous. Il y a plus après, il y a plus. on peut se targuer en France d'avoir l'une des scènes e-sport les plus actives d'Europe avec les pays scandinaves par la création de plusieurs associations comme Millennium, Against All Authority, O-Gaming ou encore Eclipsia pour les plus connus, qui ont réussi à trouver des sponsors et créer des tournois qui attirent les plus grands joueurs du monde. Mais quand a vraiment débuté l'e-sport en France? Il y avait déjà ça et là des petits tournois locaux qui rassemblaient un peu moins de 100 joueurs, et si en Corée c'est le RTS orienté science-fiction de Blizzard qui a charmé le public, en France il s'agira de l'autre RTS du même studio, Warcraft 3, qui fera un vrai tabac, même si Counter-Strike était aussi bien fréquenté, mais je ne parle ici que de ce que je connais. A l'époque, c'était l'équipe Arma Team qui représentait la meilleure équipe à Warcraft 3 en France, et avec une troisième place au niveau européen derrière SK Gaming et 4Kings, et avec les premiers commentateurs comme Leigh Willis en mode radio, parce qu'en 2000 les streams n'existaient pas vraiment comme aujourd'hui. Ça démarrait pas trop mal jusqu'à ce que les joueurs se désintéressent progressivement du jeu, et avec la dissolution de plusieurs équipes dont Arma Team elle-même, ça a mis un coup de frein pendant quelques années. Ce qui a également mis un frein à ce bel élan. Et oui, il faut savoir que le concept de joueur professionnel dans le cadre de l'e-sport, qui était très présent en Corée, n'était pas du tout applicable en France, encore moins avec des revenus de tournoi plus élevés, ainsi que des salaires, si on peut appeler ça comme ça, s'élevant à 300 € par mois pour les meilleurs. Il y a bien eu après ça une petite période World of Warcraft avec des tournois PvP en arène à partir de Burning Crusade, notamment avec l'équipe Against All Authority, mais là encore le jeu a finalement lassé les joueurs assez vite. C'est avec l'arrivée du très attendu StarCraft 2 et de League of Legends que les choses ont réellement changé. Les équipes disposent enfin de moyens pour recruter des joueurs professionnels, la sortie de la première plateforme de streaming Twitch permet de rassembler des milliers de spectateurs, et les Web TV font leur apparition, ce qui permet de générer un revenu supplémentaire pour les structures afin de se développer. Les tournois se multiplient, les gains sont de plus en plus importants, et une nouvelle mode apparaît au passage, les Barcraft, où on peut à la fois picoler et regarder en direct les compétitions. La France évolue vite, la France progresse bien et la France attire des grosses pointures d'Europe, mais surtout de Corée, à tel point que nous aurons le privilège d'avoir notre propre DreamHack qui aura lieu à Tours dans le courant de l'année 2015 et avec des partenariats avec la presse en prime. Alors, à ce niveau-là de la vidéo, les détracteurs du jeu vidéo et de l'e-sport ne manqueront pas de dire Non mais vous vous rendez compte? On paye des jeunes à jouer devant la console, et en plus c'est débile de regarder d'autres personnes jouer, que devient notre jeunesse, c'est comme fait la police. Avec des arguments pareils, on peut retourner la question au sport traditionnel. quel est l'intérêt de regarder des gars taper dans une balle alors qu'on peut jouer avec notre pote? Pourquoi on paye des fortunes exorbitantes à des mecs pour se faire des passes alors qu'un gamin de 2 ans peut faire la même chose? Pourquoi? Eh bah c'est simple et ça porte un nom, ça s'appelle la passion. Alors tout ça c'est génial, c'est peut-être même trop. Enfin le jeu vidéo n'est plus considéré comme une activité où on nous considère comme des êtres violents, attardés, tueurs en série ou encore terroristes. Mais qu'en pensent réellement nos médias traditionnels? J'ai un menu Maxi Best of Transition par ici. Ah oui. Il faut de la stratégie, des réflexes, bref, de l'entraînement. Mais malgré les heures passées devant l'écran, les joueurs restent loin des clichés. C'est bien fini depuis au moins 10 ans, le boutonneux derrière son PC n'existe plus. Ces joueurs-là, ils aiment sortir, ils aiment aller en boîte de nuit, ils aiment aller au restaurant, ils aiment se retrouver. Ils ont une vie en dehors du jeu vidéo. Vous êtes parent et que l'un de vos enfants vous annonce qu'il veut devenir commentateur de jeux vidéo, ne vous alarmez pas trop vite. C'est désormais un vrai métier, un de ces nouveaux métiers créé par un secteur qui ne connaît pas la crise. L'image du joueur enfermé dans sa chambre, c'est du passé, du passé, du passé, du passé, du passé, du passé, du passé. Eh bien non, surprise, pas de discours alarmiste, sensationnaliste ou pessimiste. C'est même tout le contraire. C'est quand même bizarre, il n'y a pas si longtemps, les médias continuaient de verser leur bile sur notre activité favorite, et là d'un coup ils se rangent du côté de ceux qu'ils ont tant conspués. Opportunistes? Bref, nos amis de la télévision ont l'air de changer de discours avec le temps.
sans doute à cause d'arguments de plus en plus ringardisés comme la violence, l'addiction, l'abrutissement de nos chers petits bambins dans les écrans, ou encore ne plus distinguer le virtuel du réel. Ça m'a toujours fait rire ça, un joueur qui ne répond pas aux questions des journalistes alors qu'il est en pleine partie dans un tournoi, et hop, on en conclut que c'est un jeune décérébré qui ne sait plus dans quel monde il vit. Heureusement que ça se limite qu'aux jeux vidéo parce que je me demande ce que ça donnerait dans d'autres disciplines. Messieurs, messieurs s'il vous plaît, par ici, une question s'il vous plaît, une question. Messieurs, ce sera pas trop long, messieurs. Non bah voilà, voilà, ils sont dans leur jeu, on peut plus rien leur dire, voilà, super. Messieurs, une petite question s'il vous plaît. Messieurs, mais sortez la tête de l'eau un peu. Messieurs. Ah, c'est ça, voyez-vous quand vous y êtes, allez. C'est plutôt pas mal ce que réalise l'américain. Par ici, une petite question s'il te plaît. Mais arrête de jouer, arrête de... Bon bah ok. Mais arrête de jouer bon sang, mais une petite question. Non bah voilà, c'est ça les sportifs, hein. Une fois qu'ils sont dans leur jeu, on peut plus rien leur dire. Jusqu'à maintenant, aucune étude sérieuse n'a prouvé à ce jour que le jeu vidéo pousserait certains joueurs à être antisocial ou pire à provoquer un meurtre. Et les arguments du genre... Et Mera était imprégné de ça, il regardait tous les films de guerre, les jeux de guerre. Son profil à lui se retrouve d'ailleurs chez beaucoup d'autres grands criminels, c'est quand même des gens qui sont capables de s'enfermer pendant 3 jours chez eux pour tuer virtuellement. C'est juste le plus gros raccourci du monde. Mais ça permet de passer un discours effrayant, raciste, homophobe et j'en passe, avec au passage un tacle sur le jeu vidéo pour semer une peur complètement injustifiée dans les familles traditionnelles. Mais on aura beau pester contre le vent, il y aura toujours des loisirs incompris par des gens qui ne feront jamais l'effort de comprendre et de s'y intéresser. Rappelons-nous une époque pas si ancienne où le jeu de rôle était considéré comme dangereux pour les enfants et où certes, il y a eu des accidents, mais à l'échelle d'une communauté, ça reste des cas exceptionnels. Les mangas aussi n'ont pas été épargnés, avec une censure impitoyable et sans scrupules, ou encore le rock'n'roll des années 70 qui était considéré comme la musique de Satan. Je dévie un peu du sujet et c'est mon avis personnel encore une fois, mais l'e-sport fait partie intégrante du jeu vidéo et il est donc exposé aux mêmes critiques. Donc non, mesdames, messieurs qui n'y connaissez rien, le jeu vidéo n'est pas un outil débile et abrutissant, car au même titre que la littérature, la musique ou le cinéma, il apporte la tristesse, la peur, la colère, la frustration, la satisfaction, la joie, l'amour, le meilleur et le pire. Bref, ce qui fait de nous des êtres humains. This is good, isn't it? Pour finir, quel avenir se dessine devant l'e-sport ? Le jeu vidéo a parcouru beaucoup de chemin en 40 ans d'existence, et pourtant concernant l'e-sport, on peut dire qu'il y a encore beaucoup à faire et qu'on peut aller encore plus loin. Tant que les jeux continueront à rassembler les joueurs et le public, on peut sans s'inquiéter continuer de regarder ce bel oiseau s'envoler toujours plus haut. Mais soyons très vigilants et évitons que ça aille trop loin, parce qu'à en croire la nouvelle pub d'Intel pour le compte de l'ESL, l'e-sport se résumerait à l'argent, les grosses voitures de sport, la belle villa, le sexe, la décadence, en gros tout ce qu'il y a de plus pourri et merdique à souhait dans le sport en général. Espérons qu'on s'en tienne simplement à une pub maladroite et irréfléchie, parce que si ça devenait réalité, ce serait un énorme gâchis. Cette chronique touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très bientôt. Ciao!